deuxième lauréat, ce qui est le jeune, le junior. C'est ça, c'est le prix du jeune oncologue. Alors, il y avait beaucoup de candidatures cette année et ça a été assez rapide pour les départager néanmoins parce que, compte tenu du règlement, il voulait qu'il y avait une limite d'âge, qu'il fallait que ce soit un travail clinique. Eh bien, cette année, c'est un neurochirurgien qu'on est ravi d'accueillir, le docteur Johan Palut. Il travaille dans le service de neurochirurgie, oui, vous pouvez venir, de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est le lauréat pour son travail sur les tumeurs cérébrales qu'il va nous développer. Donc on va lui remettre auparavant tout le diplôme et le chèque. Voilà. C'est un chèque de 4 000 €. C'est bien pour un junior, ça permet de pousser un petit peu de recherche. Et voilà le diplôme d'oncologie chirurgicale junior, des remis. Félicitations. Vous allez présenter, on va faire une présentation de ce travail qui vous a valu ce prix. Merci encore et bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter ce travail qui s'intitulait « Étendre les limites de la résection tumorale des gliomes infiltrants au cortex péritumoral, véritable interface entre progression lésionnelle et activité épileptique ». Je tiens bien évidemment à remercier l'Académie nationale de neurochirurgie et la Fondation AVEC pour m'avoir fait l'honneur et m'avoir fait confiance en me remettant ce prix junior de cancérologie chirurgicale. J'en profite pour remercier l'ensemble des collègues avec qui j'ai mené ce travail, parce que c'est bien un travail d'équipe qui se structure et qui vise à se développer. L'objet, c'était les gliomes infiltrants de l'adulte. Ce sont une maladie et un groupe hétérogène de maladies qui constituent un phénomène complexe, puisqu'il y a une altération de la qualité de vie, il n'y a pas de possibilité de traitement curatif. Ce sont des maladies en permanence, évolution, qui infiltrent le cerveau. Le neurochirurgien, il est au centre et même au départ de la prise en charge, puisque la chirurgie de résection, quel que soit le grade de malignité, constitue le premier traitement de ces gliomes infiltrants, avec un double objectif: contrôler les crises d'épilepsie pour maintenir une qualité de vie, et bien évidemment contrôler la tumeur pour maintenir et améliorer le pronostic. Et là, d'emblée, on retombe dans un véritable dilemme de la balance fonctionnelle, et ça a été un peu le thème de la journée, puisque pour améliorer le contrôle tumoral, il faut retirer le plus possible de gliomes, et ça veut dire retirer le plus possible de cerveau infiltré et malade, tout en préservant la fonction. Sachant que ces maladies ne sont pas curatives, il y a une nécessité de ne pas entraîner de déficit neurologique pérenne chez ces patients. Et jusqu'à présent, l'objectif chirurgical, il était assez modeste. Il était de réaliser une exérèse qualifiée entre guillemets de complète, c'est-à-dire retirer l'ensemble des anomalies que l'on voit à l'imagerie, sachant que ce n'est peut-être pas la limite et l'objectif idéal. Et d'emblée, on a certains constats cliniques relient à la fois l'étendue de la qualité de la résection avec les phénomènes épileptiques et la progression tumorale, puisque, comme dans d'autres pathologies tumorales, le contrôle tumoral dépend de la qualité de la résection chirurgicale, le contrôle de l'épilepsie dépend également de la qualité de la résection chirurgicale, que l'on observe des récidives tumorales qui sont systématiques juste en périphérie de notre résection chirurgicale, et que la récidive de la tumeur s'accompagne classiquement et volontiers avec la récidive des crises d'épilepsie. Donc le premier point de ce travail a été de réfléchir à ce que l'IRM donnait comme renseignement concernant les gliomes infiltrants. Ce sont des maladies qui n'ont, a priori, au niveau histopathologique, pas de limite claire. Ce ne sont pas des tumeurs encapsulées, ce sont des tumeurs qui infiltrent le cerveau. Et la première question, c'était: est-ce que l'IRM, dans ses différentes modalités, avec des technologies extrêmement sophistiquées à l'heure d'aujourd'hui, sont capables de délimiter correctement ces tumeurs, et quels pouvaient être finalement les corrélats entre les constats radiologiques et les constats histopathologiques? Le constat, on a essayé de le faire sur une étude histomorphologique
en corrélant des résultats de biopsie stéréotaxique étagés réalisés en dehors et en dedans de gliomes infiltrants de bas grade de malignité et bien limités, et en comparant les constats radiologiques avec les constats histopathologiques. Le résultat, pour ce travail, est sans appel. Il existe des tumeurs, des cellules tumorales isolées en cycle au-delà des anomalies de l'IRM dans tous les cas. Et donc clairement, l'IRM n'est pas capable, quelle que soit sa modalité, de délimiter correctement les gliomes infiltrants. Et d'autre part, ce que l'IRM nous montre, ce ne sont pas les cellules tumorales, mais un œdème indirectement résultant de celles-ci. Et enfin, on observait une répartition particulière des cellules les plus proliférantes dans ces gliomes, en périphérie du gliome et non pas en son centre. Et finalement, ce que l'IRM nous montrait, c'est la partie visible de l'iceberg, avec vraiment un gradient décroissant de la concentration de cellules tumorales au fur et à mesure que on s'étendait au-delà des omégas de l'IRM, les cellules tumorales pouvant être retrouvées jusqu'à 20 mm au-delà de toute anomalie de l'IRM. Ce travail jetait de nouveaux constats et notamment devait faire poser la question de mieux réfléchir à une stratégie chirurgicale. Puisqu'on observe une prolifération tumorale maximale en périphérie du gliome, quand on ne pratique pas d'exérèse mais juste un sampling par biopsie, il faut cibler ces zones-là. D'autre part, quand on arrive dans une optique d'exérèse chirurgicale, il faut retirer, pour atteindre le maximum de tissu tumoral, retirer au-delà des anomalies de l'IRM et donc ne pas utiliser l'IRM. Mais finalement, si on va au-delà de l'IRM, jusqu'où on s'arrête? Dans le cerveau, c'est assez simple. On va s'arrêter lorsqu'on rencontrera des réponses fonctionnelles lors de testing intraopératoire, empêchant de retirer plus sous peine d'entraîner un déficit neurologique définitif. Et je prends cet exemple-là au milieu. Alors, ça ne marche pas très bien, mais on a un patient qui avait une découverte fortuite d'un tout petit gliome infiltrant. On a réalisé une exérèse bien au-delà des anomalies radiologiques de la tumeur. On s'est arrêté en arrière lorsqu'on arrivait dans l'aire motrice supplémentaire pour ne pas entraîner donc, de déficit neurologique permanent chez ce patient. Et là, ça ouvre la voie vers un nouveau concept de chirurgie de résection qualifié de supratotale, c'est-à-dire on s'en fiche finalement de ce qu'on voit à l'IRM, on retire au-delà pour essayer d'améliorer le pronostic des patients. Ensuite, sachant que les gliomes infiltrants sont des tumeurs épileptogènes, qu'on observait vraiment un lien clair entre le contrôle épileptique et le contrôle tumoral par l'exérèse chirurgicale, et que la récidive tumorale s'accompagnait d'une récidive de l'épilepsie, on s'est intéressé à une caractéristique de l'épilepsie sur une large population du gliome infiltrant plus épileptogène, qui sont les gliomes de bas grade de malignité. On a réalisé une étude de cohorte nationale regroupant plus de 1500 cas, qui est la plus large série jamais publiée. On a regardé les données cliniques et on a eu effectivement des données assez claires. L'épilepsie et la pharmacorésistance de ces crises d'épilepsie, elles progressent tout au long de l'histoire naturelle, en même temps que le gliome infiltrant. Que les mécanismes physiopathologiques et sous-tendant les activités épileptiques dans ces tumeurs dépendaient clairement d'interactions entre la tumeur et le néocortex adjacent et ne dépendaient finalement pas beaucoup des caractéristiques tumorales intrinsèques, notamment de données biologiques moléculaires. Et enfin, que le contrôle épileptique dépendait en premier lieu de la précocité et de la rapidité de la mise en œuvre d'un traitement oncologique et dépendait d'autre part de l'application d'une chirurgie d'exérèse et de l'étendue de la résection chirurgicale. Et ce travail clinique permettait de renforcer l'idée de l'utilité d'une chirurgie de résection à la fois précoce et maximale chez ces patients porteurs d'un gliome infiltrant pour améliorer à la fois le pronostic oncologique et épileptologique. Puisque là, on mettait un lien clair entre pronostic épileptique et pronostic oncologique, et que l'étendue de résection large semblait utile, on est arrivé aux berges de la résection, et ces berges de la résection, c'est ce qu'on appelle le tissu péritumoral, le cortex péritumoral, qui nous semblait contenir finalement des enjeux intéressants. Et pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur, sachant qu'on avait déjà démontré que dans ce cortex qualifié de péritumoral, il y avait des cellules tumorales isolées, on a réalisé une étude translationnelle en comparant les données cliniques d'imagerie histopathologique avec des données électrophysiologiques chez ces patients, en réalisant des prélèvements étagés à différents endroits en péropératoire du cortex cérébral plus ou moins infiltré. Ces prélèvements, on les a mis dans une chambre de survie en conditions physiologiques, puis réalisé un enregistrement électrophysiologique. On a observé dans ces tissus
la présence d'activité épileptique, comme on le voit ici. Alors mon pointeur ne marche pas très bien, je suis désolé, mais on voit des décharges de pointe sur le cortex péritumoral qui sont bien de nature épileptique, puisqu'associées avec des oscillations haute fréquence, qui sont une marque formelle d'une activité épileptique. On observait un lien entre ces activités épileptiques et le statut clinique, merci, et le statut clinique de l'épilepsie, puisqu'on observait bien plus fréquemment ces activités épileptiques chez les patients qui présentaient une épilepsie en préopératoire que ceux qui n'en présentaient pas. On voyait également un lien entre ces activités épileptiques et le degré d'infiltration tumorale dans le prélèvement étudié. On n'observait pas d'activité épileptique dans le tissu tumoral où il y avait une destruction de l'architecture corticale, puisque plus rien ne fonctionnait. On observait par contre ces activités épileptiques dans un tissu avec une architecture corticale préservée et un degré d'infiltration tumorale important, un peu moins dans les tissus avec un degré d'infiltration tumorale faible et absolument pas dans des tissus contrôle. Ensuite, on s'est intéressé à comprendre les mécanismes sous-jacents, à savoir la signalisation de neurotransmission et les réseaux neuronaux mis en jeu dans ces activités épileptiques. Et on a démontré que ces activités dépendaient à la fois de la signalisation inhibitrice GABA-A et de la signalisation excitatrice glutamate. Ensuite, pour comprendre les réseaux neuronaux mis en jeu, on a réalisé des études électrophysiologiques unitaires de neurones en plantant une électrode dans un neurone donné, en étudiant ainsi la cascade de mise en jeu des interneurones inhibiteurs, des cellules pyramidales excitatrices, et on a démontré que ces activités épileptiques étaient initiées par les interneurones GABAergiques, puisqu'on voit là que l'interneurone y décharge avant et pendant l'activité épileptique. Ensuite, les cellules pyramidales, comment se comportaient-elles en réaction à une signalisation par les interneurones GABAergiques? De façon surprenante, on trouvait que dans 65% des cas, 2/3 des cas, nos cellules pyramidales présentaient des réponses dépolarisantes à une stimulation GABAergique. 1/3 des cas présentaient une réponse hyperpolarisante à une stimulation GABAergique. Je dis que c'est surprenant parce que le GABA, c'est un neurotransmetteur classiquement inhibiteur qui est censé entraîner une hyperpolarisation. Et là, on voit que dans 2/3 des cas, ce neurotransmetteur inhibiteur entraîne une dépolarisation pouvant rendre compte de décharges épileptiques. Et donc ça, c'est un phénomène anormal, qualifié de paradoxal, qui peut ne s'expliquer que par un phénomène, c'est une concentration anormalement élevée en chlore dans les cellules pyramidales du cortex, siège d'une infiltration tumorale. On a effectivement mis en évidence cette anomalie de concentration en chlore qui dépendait du degré d'infiltration tumorale et de la maléité de la tumeur. On observait donc, corrélé au degré d'infiltration tumorale, des anomalies de la concentration en chlore dans les cellules pyramidales qui pouvaient rendre compte de réponses anormalement dépolarisantes au GABA et en fait de la perte du frein d'inhibition que le GABA est censé faire. Et si on perd le frein inhibiteur, ça peut favoriser les crises épileptiques. Alors pourquoi on en était rendu là et pourquoi il y avait une altération de la concentration en chlore dans les cellules pyramidales dans le cortex siège d'une infiltration tumorale? On a étudié les cotransporteurs du chlore et on a observé qu'un cotransporteur qui s'appelle NKCC1, qui sert normalement à remplir la cellule de chlore, était anormalement élevé, et qu'à l'inverse, un autre cotransporteur qui s'appelle KCC2, qui sert normalement à vider les neurones en chlore, était perdu. On avait donc une augmentation des capacités à capter le chlore, une perte des capacités à le relarguer, qui rendait compte de concentrations anormalement élevées. Pourquoi ceci était observé? Et bien, c'était clairement en lien avec les cellules tumorales qui avoisinaient ces cellules pyramidales, puisqu'on avait une activation de NKCC1 par une voie des PI3 kinases médiée par les cellules tumorales, et à l'inverse, une perte de l'expression de KCC2 médiée par une autre voie de kinase liée par les cellules tumorales. Ainsi, l'ensemble de ce travail montre que les gliomes infiltrants et l'épilepsie ont finalement des mécanismes communs. Le glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, est utilisé par les cellules tumorales gliales comme un facteur de croissance. Le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur, sert à limiter la progression du gliome. Et donc le gliome, pour son propre compte, et à ce titre il agit comme une maladie neurodégénérative, il va modifier la physiologie, la signalisation glutamatergique pour empêcher son effet proliférant. On a ainsi un GABA qui passe d'un phénomène inhibiteur à un phénomène potentiellement excitateur, et ça favorise l'épilepsie. On a également démontré que les gliomes et l'épilepsie progressent au cours du temps chez le même patient, argumentant en faveur d'une chirurgie précoce,
que les pronostics à la fois épileptiques et oncologiques étaient dépendants de la qualité de l'exérèse chirurgicale et ça prônait en faveur d'une chirurgie de résection la plus complète possible et que finalement l'existence de cellules tumorales isolées au-delà des anomalies de l'IRM prônait en faveur d'une chirurgie d'exérèse guidée par la fonction, non pas par l'imagerie. Enfin, ce travail a pointé le cortex péritumoral, siège d'une infiltration tumorale, comme la véritable ligne de front de tous les enjeux. Il contient les cellules tumorales isolées, il est donc responsable du pronostic oncologique, il contient les activités épileptiques, il est responsable du pronostic épileptique, et le siège de la plasticité cérébrale et rend compte donc du pronostic fonctionnel. Et ainsi, pour conclure, je dirais que ces travaux soutiennent vraiment une démarche à la fois précoce et maximale dans la chirurgie de résection, dans un double but oncologique et épileptique, et amenant un concept assez nouveau de neuro-oncochirurgie fonctionnelle. Et ça, c'est un nouvel état d'esprit. Et je conclurai en saluant le professeur Dufaux, que j'ai ordonné au chirurgien à Montpellier, qui est mon maître, qui très tôt a rappelé la volonté de voir et d'étudier d'abord le cerveau, et non pas simplement le gliome, et d'adapter le geste chirurgical à l'organisation anatomo-fonctionnelle de chaque patient. C'est ce que j'ai essayé de remontrer par ces travaux. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci M. Palud. Quelqu'un veut poser une question éventuellement à notre brillant orateur? Jacques, alors une seconde, une question à passer le micro à Jacques, et puis après on va conclure. Donc, juste pour vous féliciter d'abord pour votre très brillant exposé, et je comprends mieux ce que nous avait expliqué Hugues Dufaux il y a 3 ans, qui ici même recevait le prix d'oncologie. Il nous a très bien montré comment il fallait faire pour élargir ces exérèses sans avoir trop de retentissement fonctionnel. Vous connaissez ça mieux que moi en opérant les malades éveillés, en étudiant le résultat fonctionnel des gestes chirurgicaux. Il n'y a pas d'autre technique, finalement, que celle-là pour élargir la limite de l'exérèse. Connaissez-vous d'autres moyens? Clairement, aujourd'hui, en 2015 encore, la chirurgie d'exérèse en conditions éveillées avec des tests fonctionnels péropératoires reste la meilleure technique, à savoir celle qui offre la meilleure qualité de résection et le risque de déficit neurologique le plus faible. Donc, les autres alternatives qui existent sont clairement moins performantes. Elles ne sont pas à développer, enfin elles sont à développer, mais ne pas à mettre au premier plan. Il y a aujourd'hui toute une série d'imageries fonctionnelles qui sont développées, qui visent à montrer la fonction, mais l'IRM fonctionnelle, qui est une imagerie de la fonction corticale, est clairement pas assez performante, avec une spécificité, une sensibilité inférieure à 80%. Il y a des faux négatifs, des faux positifs qui empêchent de travailler correctement. L'imagerie en tenseur de diffusion, qui est censée montrer l'effet de substances blanches, et également de sensibilité spécifique insuffisante. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure alternative que cette chirurgie en conditions éveillées. Il n'y a pas d'autres questions. Il m'appartient donc de conclure et je veux féliciter une nouvelle fois les 2 lauréats. Merci encore de vous être déplacés et d'avoir fait ces exposés. Je tiens aussi à remercier encore, au nom de l'Académie, le professeur David Kayat de son partenariat à travers la Fondation AVEC, qui nous permet de participer en tant que chirurgien à ce congrès international d'oncologie. Et nous espérons pouvoir poursuivre ce partenariat avec son accord et avec l'accord de tous les académiciens qui sont présents ici. Nous nous réjouissons de la qualité des travaux et c'est vrai que l'Académie de chirurgie ne peut que se réjouir de pouvoir présenter des spécialités aussi diverses que ce qu'on a vu ce matin et qu'on verra cet après-midi avec des travaux originaux de très grande qualité. En retour, nous assurons aussi au professeur David Kayat la diffusion de ces travaux, puisque tout est filmé et va être diffusé sur le net, ce qui permet un accès à plus de 4000 personnes par jour tout au long de l'année. Donc c'est un retour sur investissement et nous espérons que nous pourrons continuer comme ça pendant les années à venir. Merci encore, M. Kayat, si vous voulez dire un petit mot. Merci, juste pour m'engager devant vous, à ce que tant que
La Fondation sera là et l'ICAC sera là. Nous continuerons, si vous le souhaitez, à travailler ensemble, à remettre le prix et à permettre cette interface entre la chirurgie et l'oncologie médicale. Merci à tous. Bonne journée.